Merci beaucoup, bonjour. Alors, le spectre, ami ou ennemi, vous êtes tous concernés, hein, a priori. Il n'y a aucun usage dans l'industrie qui ne dépende pas du spectre. Difficile de trouver des liaisons, des applications, des services, des industries où il n'y a pas de liaison sans fil. Hein. Donc, quelques exemples d'usage à partir du Wi-Fi. Qui n'a pas de Wi-Fi? Ça peut être aussi de la 4G, de la 5G verticale, qui sont effectivement dans la 5G industrielle, des évolutions qui se déploient, les objets connectés, etc. Voilà, donc le GPS aussi, on oublie souvent, mais le GPS, ça vient par des ondes. Hein. Donc si vous ne recevez plus la synchro ou la localisation GPS, ça peut être un brouillage des fréquences du GPS. Voilà, la menace des brouillages. Bon, un brouillage, c'est une émission d'un signal non désiré ou volontairement offensif, ou bien des parasites électromagnétiques d'un équipement radio, électrique ou autre qui va se superposer au signal utile et qui va faire que le signal utile n'est pas reçu. Ou alors est reçu, si c'est un leurrage, c'est un faux signal éventuellement qui va être reçu. Donc voilà, donc des causes sont extrêmement variées. Ça peut être des équipements radio qui utilisent des fréquences et qui n'utilisent pas les bonnes fréquences ou qui se mettent à dériver, mais ça peut être des brouilleurs interdits à la possession également, des problèmes de CEM, donc tout ce qui est parasite électromagnétique de tout type d'équipements et d'équipements électriques notamment, des clôtures, des lampes, etc. Mais également des supports d'antennes en mauvais état, ça on l'oublie, mais un peu de rouille, ça peut vous causer des produits d'intermodulation entre des antennes qui sont bien placées par ailleurs, mais qui vont du coup émettre dans des fréquences autres, et puis ça peut tomber chez un utilisateur qui va être perturbé. Alors, c'est une menace qu'on oublie souvent en cyber, mais j'estime que c'est une menace cyber parce que ça atteint la disponibilité des données. Donc, si on regarde la définition de l'ISO 27001, c'est quand même une menace qui a un effet cyber. Donc, elle n'est peut-être pas cyber à la base, mais elle est cyber à un moment donné. Et puis le leurrage, ça va être des signaux trompeurs. Donc ça va être l'intégrité des informations qui va être atteinte. Le brouillage, ça va empêcher effectivement la disponibilité des données sur les bandes de fréquences concernées, sur une zone plus ou moins importante selon la puissance du brouillage, et sur une durée qui va être le temps, on va dire, de la résolution du brouillage. Voilà, donc les situations qui peuvent être dangereuses économiquement ou même au plan de la vie humaine à cause d'un brouillage, c'est tout à fait possible et c'est le problème, effectivement. Voilà, donc on commence à parler du brouillage dans la résilience cyber, dans la cyber. En tout cas, en cyber-OT, ça me paraît une évidence, mais ça peut aussi être le cas dans d'autres applications. Alors des impacts, bon, c'est des exemples d'impact. Les brouillages de réseau 2G, 3G, 4G, 5G, bon, c'est des appels d'urgence et autres, mais pour vous, si vous êtes dans l'industrie, ça va être plutôt, si vous avez un réseau 5G privé, 4G privé, peut-être votre usine s'arrête. Voilà. Le GPS, ou GNSS au sens large, donc GPS, Galileo, GLONASS, c'est un cas particulier. Le brouillage peut être volontaire avec un brouilleur. On trouve des cas de gens qui ont des véhicules avec des trackers et qui s'achètent des brouilleurs en Chine. C'est interdit, mais qui brouillent le GPS. Ou bien un équipement à nouveau qui se met à dériver ou qui n'est pas dans les bonnes fréquences. Mais le brouillage du GPS peut avoir des impacts vraiment critiques du fait que beaucoup d'applications, beaucoup de services, y compris de sécurité, se servent du GPS ou pour la localisation ou pour une source de temps. Il ne faut pas oublier la source de temps surtout. Il y a une étude faite en France qu'on peut trouver sur ce site, sur des impacts sur différentes applications d'une perte du GPS, donc par brouillage. Voilà. Les impacts vont toucher tous ceux qui utilisent le GPS et Dieu sait que c'est quand même très très répandu dans toutes sortes d'applications. Alors j'ai fait un petit focus sur les impacts qu'on ne soupçonne pas forcément d'un brouillage GPS sur les réseaux de communication. Donc selon la typologie des réseaux, selon la technologie des réseaux, vous allez avoir des impacts différents. Ça peut être une altération à carrément une perte, une indisponibilité du réseau. Alors, je vais aller très vite, je ne sais pas si les slides seront disponibles, mais les impacts dépendent sur 2G, 3G.
peut avoir une baisse de couverture, des risques de coupure. Là où c'est plus critique, c'est surtout la 4G et encore plus la 5G, et notamment la 5G et 4G en mode TDD, parce qu'elles dépendent d'une synchronisation extrêmement fine et sont souvent synchronisées par GPS. Et quand la synchronisation disparaît, l'antenne, à un moment donné, n'est plus utilisable, et éventuellement la perturbation va aussi se répercuter sur les antennes voisines. Sur les deux types de réseaux aussi, ça peut avoir des effets si la synchronisation se fait aussi en GPS. Donc tous les réseaux privés, PMR et PMR en LTE. Sur les réseaux systèmes industriels, on en a parlé, quand ils sont en 5G, 4G, TDD, ben forcément le GPS est nécessaire, à moins qu'il y ait une autre source de synchronisation, hein, ou alors qu'il y ait aussi, ce qui peut être intéressant dans ces cas-là, c'est d'avoir une redondance, d'avoir une supervision qui se dit le GPS est brouillé, donc je passe sur autre chose. Parce que le GPS c'est quand même très bien, c'est très sensible, ça donne une synchro très fine, mais ça peut être perturbé, donc le tout c'est d'intégrer ce risque. Alors on l'oublie aussi, sur les data centers, il y a des data centers qui sont synchronisés avec du GPS, et donc si quelqu'un se gare avec un petit brouillard dans sa voiture à côté suffisamment longtemps, ça peut faire des dégâts. Après, il y a tout ce qui est tous les autres types de réseaux, fourniture d'énergie électrique, avec les serveurs SCADA et autres qui peuvent être effectivement synchronisés au GPS et donc avoir cette sensibilité. Et puis, si vous utilisez des drones de surveillance, effectivement, les drones sont très, très dépendants du GPS, notamment en mode autonome. Alors, le cadre légal. Les fréquences... le spectre radioélectrique, c'est un espace restreint, c'est un espace extrêmement important pour tous les utilisateurs économiques, sociétaux, étatiques. Et pour l'exploiter de la meilleure façon possible et limiter les risques de brouillage, justement, il y a un certain nombre de normes de réglementation internationale et nationale. Donc l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, gère, je dirais, ces règles au plan international, et ensuite ça va être aussi au plan européen, mais également après au plan national, que des règles sont édictées qui dérivent de ces règles générales pour essayer de mettre un maximum d'utilisateurs dans un espace restreint, parce que tout le monde est dépendant du spectre. Donc au niveau de la France, c'est l'Agence nationale des fréquences. C'est un EPA, donc établissement public administratif. On dépend du ministère de l'économie et des finances, qui est notre tutelle. Et on a 3 missions sur le spectre en France. La planification, donc la discussion, et au niveau international, porter les positions de la France quand il y a des évolutions des bandes de fréquences avec des nouveaux usages, la 6G, etc. Les transports intelligents. Tout le monde veut des fréquences en plus, tout le temps. Et donc, il y a des grandes discussions internationales pour arriver à pouvoir intégrer des nouveaux usages. Et donc, ça se fait, c'est la NFR qui gère ça. La gestion, c'est au jour le jour. Quand vous voulez utiliser une antenne radio qui fait plus de 5 watts, il faut une autorisation d'émettre. Et entre 1 et 5 watts, il faut la déclarer pour que ça se passe le mieux possible dans l'espace herdien. On est à peu près 300 agents, 120 à peu près sur le contrôle du spectre et dispatchés sur toute la France si on a des implantations, métropole, outre-mer. Alors voilà, une petite vision du spectre que vous pouvez trouver sur le site de la NFR. Ça existe en poster aussi, mais tellement c'est compliqué. Donc ça va des bandes basses aux bandes hautes avec bien sûr des usages différents, mais dedans, des services, il y a des règles. Donc le tableau, il est géré avec des services de radiocommunication et aussi des affectataires. Donc, par exemple, l'ARCEP va avoir des bandes de fréquences qu'on connaît bien pour les opérateurs mobiles, pour le Wi-Fi, etc. Mais il va y avoir aussi l'ARCOM pour la radio FM, la télé. Il va y avoir le ministère de l'Intérieur pour les bandes de fréquences, police, pompiers, etc. Et puis, même la météo aussi est un affectataire, et l'aviation civile, bande de fréquences, mais également les ports, la navigation maritime. Les fréquences sont essentielles, notamment pour la sécurité en mer. Alors, il y a 2 régimes d'autorisation globalement. Autorisation individuelle, donc les fameuses licences des opérateurs, 4G, 2G, 5G, etc., avec des règles, mais également des règles dans les licences. En général, il y a
c'est pas forcément gratuit non plus. Voilà. Des fois, il y a des frais de licence. 4G, 5G privé, c'est aussi des bandes à licence. Si vous êtes opérateur vous-même, vous devenez opérateur avec votre licence. Si vous utilisez la 5G privée de quelqu'un d'autre, vous êtes finalement client. Si vous avez un réseau privé PMR, c'est aussi des autorisations d'émettre. Faisceau herdien, pareil. Par contre, il y a des fréquences qu'on dit libres. Alors là, c'est une appellation un peu dangereuse. Il n'y a pas de licence individuelle, il y a quand même une autorisation générale, parce qu'il y a des règles. Alors généralement, c'est des fréquences gérées par l'ARCEP. Donc quelques exemples, hein, Wi-Fi, RFID, etc., LoRa. Par contre, il y a des règles à suivre. Parce que la saturation est possible et on ne pourra rien y faire. Parce que la saturation dans ces bandes-là, effectivement, elle est inhérente finalement au fait qu'il y a autant d'utilisateurs que possible. Mais pour les limiter, il y a des règles à suivre. Et c'est très important de les suivre. Donc elles ne sont pas si libres que ça. Il y a des règles pour les équipements aussi, radio, électrique, électronique. Donc les directives de mise sur le marché. Voilà. Je vais aller un peu vite parce que je vais essayer de passer à quelques exemples, sinon ça sera plus parlant. Les brouilleurs, interdiction totale en France, y compris la possession. Délit, brouillage, et délit, possession, usage d'un brouilleur sans autorisation. 6 mois de prison, 30 000 € d'amende, donc ce sont des délits au niveau code pénal. C'est l'utilisateur de l'équipement qui brouille qui est responsable. Voilà, donc on est censé connaître la loi, donc pas faire n'importe quoi. Et puis, il y a des évolutions aussi qui vont peut-être arriver avec le PGL Résilience aussi pour ce cadre-là. Alors la réponse de la NFR, on a une mission de contrôle du spectre. On a entre 1400 et 1800 brouillages signalés chaque année sur lesquels on intervient donc sur le terrain avec nos agents. Ils sont assermentés, habilités. On a des équipements de pointe. Et donc pour signaler un brouillage, ça c'est important de savoir comment ça fonctionne. Vous trouverez tout sur notre site, dans la rubrique contrôlée. Donc voilà, pour signaler un brouillage, pour qu'on puisse intervenir. On a des pouvoirs d'enquête spécifiques. Et quelques exemples. Parce que je pense qu'il faut que j'accélère. Alors la première cause de brouillage des opérateurs mobiles, des bandes de fréquences opérateurs mobiles, c'est les répéteurs téléphonie mobile qu'on met pour avoir de la couverture indoor. Donc ça, on ne peut pas le faire tout seul, hein, il faut l'autorisation des opérateurs. C'est notre première source de brouillage, environ 400 par an installés. Bon, ça prouve que c'est difficile à régler tout seul et autres. On n'a pas utilisé des fréquences sans autorisation et ça, voilà. Donc ça, on trouve ça aussi moitié particulier, moitié entreprise. Ça, c'est juste pour que vous ne soyez pas vous-même des délinquants des ondes. Donc, on a un petit reportage sur plusieurs chaînes qui nous ont fait un reportage sur ce cas-là. Montrer comment. Alors, les robots, peut-être ça vous parle plus. Là, c'était un petit robot qui utilisait une borne RTK et qui brouillait dans ses fréquences pour récupérer le RTK. Finalement, les Allemands, de l'autre côté de la frontière, qui n'étaient pas très contents. Mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas pris réseau privé professionnel, ils n'avaient pas pris de licence, donc il avait mis une fréquence au hasard. Voilà. Donc c'est des Allemands qui nous avaient signalé le brouillage. Le Wi-Fi, on a beaucoup d'appareils Wi-Fi qui se mettent dans des fréquences très très étranges, hein, des caméras sans fil, surveillance et autres. Alors des fois, il faut simplement mettre le bon code pays, le bon pays, zone Europe, zone France, zone Europe on va dire. Parce que les fréquences Wi-Fi en Asie ne sont pas forcément exactement les mêmes, mais là on avait carrément des fréquences qui existent nulle part en fait, dans le monde, mais qui tombent chez l'opérateur mobile, donc c'est un peu gênant. Voilà. Donc, alors les réseaux Wi-Fi, quand ils ne sont pas conformes dans la bande 5 GHz, comme ça partage avec les radars météo, ça cause des soucis, les radars ne voient plus les prévisions météo, donc ça c'est un vrai problème. Et puis les fameuses bandes dites libres, quand on utilise trop la bande de fréquence, qu'on n'utilise pas le temps de cycle qui va bien, mais qu'on prend finalement toute la part du gâteau, on empêche les remontées de compteurs d'eau dans une commune. Voilà. Donc, à la fin, on trouve effectivement toujours d'où vient l'émission. Les bornes RFID, module France, Europe, pas module US. Là, c'était le cas dans les stations de ski. Ça brouillait l'opérateur qui trouvait la station, c'est pas terrible. Voilà. Les mamies, il faut se méfier des mamies. Hein, nous. Il y a pas mal de cas avec des mamies, des papis. Bon, la population, hein, voilà, bon, bref, c'est l'âge augmente, mais la pauvre dame, sa box internet
s'était mise à dériver. Hein. Elle marchait bien, la télé, elle recevait la télé, etc. Mais la box s'était mise à émettre dans le GPS et elle brouillait un industriel pas loin, très high-tech, que je ne nommerai pas. Voilà. Là, on a pareil, des bandes libres, émissions permanentes, et puis les gens ne pouvaient plus ouvrir leur voiture. Donc, vraiment, c'est quelque chose... Enfin, le risque zéro n'existe pas. Hein. Voilà. Dans l'éolienne, c'était une VHF en émission permanente sur un parc éolien, et puis ça empêchait le CROSS de recevoir le canal 16 de secours, ce qui est quand même gravissime. Et puis les voitures, objets connectés. Là, c'était une voiture connectée, un modem. Ils ont fait des releases du modem sur toute la France parce qu'en fait, ils se mettaient en émission permanente, donc ça crée des brouillages terribles. Donc c'est aussi, faites attention à vos fournisseurs, mettez bien des clauses, parce qu'après c'est l'utilisateur final de toute façon qui est responsable, donc puis après ça remonte. Voilà. Alors les puces RFID, ces petits trucs-là, mis sur des palettes, ça suffit à brouiller des opérateurs mobiles parce qu'il y a des puces globales qui font tous les pays et qui se mettent finalement, qui sont activés par des opérateurs mobiles qui font portique à côté et qui brouillaient à 300 mètres de là. Voilà, 2 opérateurs. Alors là, c'est l'enquête qui vient de sortir sur LinkedIn. Alors je l'ai faite en détail, mais je ne vais pas faire tous les détails parce que j'ai fait trop de slides dessus. Je ne savais pas qu'elle serait déjà sortie en ligne. Alors une antenne 5G, ce que j'expliquais, c'est le mode TDD. Ça dépend d'une synchronisation extrêmement fine. Souvent, c'est fait en GPS. Voilà. Donc là, on explique le fonctionnement du mode TDD, pourquoi il y a besoin d'une synchro avec une tolérance inférieure à 1,5 microsecondes. Mais de ce fait-là, donc, il faut avoir on ne veut pas mettre une horloge atomique sur chaque antenne. Donc le GPS, c'est pas mal. Mais le GPS, ça peut ne pas marcher. Donc là, on voit que le nombre de satellites, la nuit ça va et la journée il n'y a plus. Voilà. Donc l'opérateur nous a appelé au secours. On est arrivé, on a des équipements plus spécifiques parce qu'on trouve aussi des gens qui se baladent avec des brouilleurs dans des voitures. Enfin, ça c'est anecdotique, mais là c'était pas pour ce cas, mais on a des petits capteurs spécifiques, brouilleurs, l'orage, GPS. Et en fait, nous on n'avait pas de brouillage en bas, mais en fait en haut de l'antenne. L'antenne GPS était tout en haut et non seulement elle était entourée de l'antenne de l'opérateur qui était brouillée, mais d'autres antennes. Et simplement, le champ ambiant était tellement fort que le récepteur GPS était saturé. Un récepteur GPS, ça doit recevoir quelque chose qui est 1 million de fois plus faible que ce qui sort de votre téléphone mobile, donc ça se brouille très facilement. Voilà. Donc là, il suffit de déplacer l'antenne GPS plus bas et ils ont retrouvé leur réception satellite tout le temps, même la journée, quand les autres antennes fonctionnent. Le brouillage ne se faisait pas la nuit, parce que la nuit, les gens téléphonent moins, donc il y avait moins de champs ambiants avec les autres antennes. Voilà, donc non seulement ça montre, alors c'est pas un brouillage par un brouilleur GPS, mais ça serait le même effet. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment considérer. Puis on a des brouilleurs classiques de téléphonie mobile qu'on trouve régulièrement, des gens qui dorment avec parce qu'ils ont peur des ondes et qui se sentent mieux avec, mais le problème c'est qu'ils brouillaient tout le quartier, voilà, avec quelques récidives, donc une jolie petite prise. Et puis des brouilleurs GPS classiquement qu'on trouve aussi, qui signalés parce qu'on a des pilotes qui se plaignent et l'aviation civile nous appelle parce qu'en fait le petit brouilleur à 10 €, il brouille l'avion à 2 km au-dessus. Bon, c'est pas terrible, voilà. Et puis pour des ferries aussi, ça peut gêner, pour tout ce qui est effectivement. Voilà. Alors, une source de brouillage qu'on n'imagine pas, j'ai eu du mal à trouver ça, j'ai dû acheter ça sur un site internet, c'est Spectrum. Alors c'est juste un Pokémon. Mais un Pokémon, ça peut être une source de brouillage. Pourquoi ? Parce que si vous avez une chasse de Pokémon dans votre jardin, vous n'avez pas de clôture et que vous dites tiens, je vais empêcher ça, j'ai acheté un brouilleur GPS, puis qu'après vous le mettez dans votre voiture et vous finissez par être suivi par des agents de la NFR qui vous ont trouvé par hasard alors qu'ils revenaient de mission, et puis ça se finit pas très bien. Et en plus, vous pourriez avoir brouillé effectivement des utilisations critiques. Voilà. Puis on a des préamplis télé aussi, ça peut brouiller des tas de choses. Les câbles HDMI, j'en ai un. Bon, il est bien celui-là, a priori, je pense, mais ce petite chose-là, le câble VGA, ça suffit, si ça bave, à brouiller, comme là, à opérateur mobile ou pompier. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte.
Donc, bon, on est près de la Belgique. Hein. Donc, voilà, une super vedette internationale, enfin, surtout France-Belgique, on va dire. Il faut être aware, voilà. Il faut être aware. C'est un sujet qu'il ne faut pas négliger. Il faut regarder si vous avez... Alors, il ne faut déjà pas causer de brouillage vous-même, hein, parce que ça coûte 6 mois de prison, 30 000 € d'amende. On est proportionné, je vous rassure, mais bon. Mais ça vous coûte de changer des choses. Hein. On a fait changer des lampes dans des boutiques et autres. Bon, il vaut mieux avoir fait les choses bien dès le départ. Et puis, limiter les impacts, c'est se préparer au fait, dans sa liste de risques cyber, regardez votre dépendance aux liaisons hertziennes, dont celle qui amène le GPS auquel on ne pense pas. Comment la synchro est faite chez moi. On est surpris des fois. Hein. Et puis, bon, ça, vous avez l'habitude, vous êtes plus expert que moi pour vous préparer. Et puis surtout, alors je ne sais pas si je l'ai mis là, mais c'est surtout à un moment donné, pouvoir alerter l'ANFR. Ça, c'est l'essentiel en fait. Hein. Si vous avez un brouillage, vous supposez un brouillage, il faut vraiment alerter l'ANFR. On a des pouvoirs d'enquête spécifiques et des équipements vraiment sophistiqués, à la fois fixes, à la fois sur des véhicules et ensuite des antennes pour aller trouver d'où ça vient et trouver par exemple la lampe UV qui servait à faire une culture de plantes aromatiques dans une maison et qui brouillait un radioamateur. Voilà. Merci. Allez-y, on a quelques questions. On a quelques minutes pour des questions. C'est mieux de dire les choses ainsi. J'ai bien aimé, hein, moi, le Pokémon. Tout de suite, ça capte l'attention. Ça m'a rappelé des souvenirs. Allez, il s'appelle Spectrum en plus. Spectrum. Hein. Ouais. Si vous avez des questions, hein, c'est le moment. Moi, je peux venir avec le micro. Je vous rappelle, hein, la première, c'est toujours la plus difficile. Et après, en général, on est parti. Donc on a réservé quelques minutes. Catherine a raccourci un petit peu pour des questions. S'il n'y a pas de questions, juste pour démarrer, il y a un petit livre qui s'appelle Brouillage d'ondes, la NFR mène l'enquête, avec 25 enquêtes. Et on a les enquêtes de la NFR tous les mois, ou presque, on va dire, dans notre newsletter et sur LinkedIn. Et ça ouvre un peu des perspectives, parce qu'on voyait effectivement d'où peuvent provenir les brouillages. C'est assez étonnant parfois. Non mais ça se trouve, Catherine, vous avez été si claire que maintenant ce sont des professionnels et c'est bon. Ou alors ils sont... Je sais pas. Enfin, voilà. Et juste pour info, il y a aussi un autre guide sur un secteur particulier, mais qui peut, sur le brouillage GPS, ça peut aider, parce qu'il y a vraiment un début d'analyse de risque en fait, sur un secteur. Où est-ce que j'utilise le GPS? Dans le maritime, portuaire et fluvial. Qu'est-ce qui se passe si c'est brouillé? Et bien sûr, les conseils que j'ai déjà donnés, mais ça donne une idée un petit peu. Et on voit par là qu'effectivement, le GPS, il est utilisé, mais dans de très 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 nombreuses applications. Et sur le côté portuaire, vous retrouverez les réseaux de communication, parce qu'en fait, un réseau portuaire, c'est une petite ville. Moi, je continue à parler s'il n'y a pas de questions. Hein. Ah bah oui, il reste 5 minutes. 5 minutes. Ah. En matière de géolocalisation, tu parles de GPS et Galileo. C'est pareil? Alors, c'est intéressant d'utiliser Galileo, hein, bien sûr aussi. Hein, il y a de plus en plus de systèmes qui sont multi-constellations. Oui. Donc ça peut un peu rendre plus robuste. Si vous êtes sur la fréquence E1 de Galileo, et c'est la même que la fréquence L1 de GPS, donc quand vous brouillez l'un, quand l'un est brouillé, l'autre est brouillé, on va dire. Par contre, il y a la bande E6 Galileo, qui n'est pas placée exactement dans les fréquences au même endroit, et qui va être qui va permettre une précision de localisation très importante. Donc de toute façon, c'est une technique, c'est d'avoir des antennes multi-constellations. Ça peut être déjà une première manière d'être plus robuste. Il y a des antennes plus robustes, des antennes aussi qui vont éventuellement voir que c'est brouillé dans une direction et prendre dans une autre. Et puis si vous avez des antennes pas très chères, pas hyper robustes, c'est d'avoir, si c'est
très important pour votre activité de savoir qu'il y a brouillage et de passer sur autre chose, quoi. Voilà. Et si je fais un leurre GPS et je ne leurre pas Galileo? Alors, oui, parce que le leurrage, ça va être effectivement par technologie, Oui. tout à fait. L'intérêt aussi des nouveaux services Galileo, c'est d'avoir des services qui peuvent vous indiquer qu'il y a leurrage pour ne pas prendre le signaux, voilà, de la protection. Sinon, sur le leurrage, effectivement, on n'en a pas eu. On n'a pas eu de plainte en leurrage, mais le leurrage, c'est des faux signaux de position ou de timing qui seraient envoyés sur GPS ou sur Galileo. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Il y a beaucoup de gens qui travaillent parce que c'est vrai que ça serait très critique. Mais il va y avoir effectivement des services spécifiques d'authentification pour éviter ça sur Galileo, comme ça existe sur GPS. Mais également, nos équipements qu'on utilise pour repérer finalement des brouilleurs qui se baladent sur l'autoroute, comme ça peut arriver, parce qu'on a eu des signalements de l'aviation civile pas loin, etc., avec les avions qui en approchent. Peuvent détecter du leurrage. Bon, voilà, on n'a pas trouvé, mais on espère que ça ne deviendra pas un nouveau sport.